sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Bonsoir à tous, bienvenue en direct sur GITV. Vous savez que c'est sur GITV qu'on va vivre l'implantologie en direct. Très heureux de vous retrouver comme le lundi soir, votre rendez-vous incontournable, 20h30, 21h30 et plus si affinité pour parler, pour vivre l'implantologie. Et comme toujours, vous savez que c'est avant toute chose une émission interactive. Donc si vous souhaitez nous poser des questions pendant l'émission, n'hésitez surtout pas à utiliser le chat. Pour cela, il suffit tout simplement de vous inscrire sur ce chat, de poser votre question et je la verrai s'afficher en direct sur mon écran. Et je peux ainsi dire bonsoir à Growler, à Silera, étudiant 2, Dr Farid, Jack. Voilà, il y a un certain nombre d'habitués. Salut à Guy aussi qui est connecté sur le chat. Je suis sûr que ça va être une émission excessivement interactive. C'est une émission gratuite, vous le savez, on participe gratuitement à cette émission en direct. Et si vous souhaitez après retrouver l'émission et toutes les autres de GITV, eh bien il faudra vous abonner. Et on a cet abonnement premium qui vous permet de revoir tout le contenu, les émissions e-learning, les premières émissions. Il y a vraiment eu de très très beaux conférenciers sur GITV, Georges Coury et plein d'autres. Et donc, eh ben, il suffit tout simplement de vous abonner. Ce soir, j'ai vraiment le grand honneur, le très grand plaisir de recevoir Joseph Choukroun. Joseph, bonsoir. Bonsoir Antoine. Bonsoir à tous. Alors Joseph, ça fait de très nombreuses années qu'on a le plaisir de travailler ensemble, 10 ans, hein, un peu plus, même bientôt, Oui. bientôt 12. Et ce soir, Joseph, tu vas nous parler de reconstruction osseuse et de biomatériaux. Mais avant de nous parler de cette thématique dont tu deviens vraiment un grand spécialiste à la fois national et international, je me permets déjà de rappeler brièvement tes titres et toutes les choses que tu fais. Tu es médecin anesthésiste de formation. Tu es d'ailleurs partie prenante. Tu as fait énormément évoluer la profession sur le méopa, sur les sédations vigiles, etc. Tu es l'inventeur du PRF, qui a été nombreuses fois copié mais jamais égalé. Tu es le président fondateur du CIFAC, cette belle société de formation qui propose notamment un congrès annuel. Et puis, tu es l'inventeur, le concepteur d'une nouvelle société qui propose des biomatériaux, mais bien plus que des biomatériaux, des techniques pour reconstruire de l'os, là où il en manque. Et c'est la société touslesbiomatériaux.com. Alors, j'ai envie d'emblée de commencer par une question qui nous intéresse tous, Joseph, c'est tout simplement comment est-ce qu'on peut réussir une greffe osseuse aujourd'hui à l'aide de biomatériaux? Bonsoir à tous. Merci Antoine pour cette introduction. On va d'emblée rentrer dans le vif du sujet. Et d'abord pour vous dire que la croissance osseuse est un phénomène très complexe qui nécessite des cellules, des hormones, des protéines, des facteurs de croissance. Et c'est pas si facile que cela de reconstruire de l'os. Mais je dirais que si je veux répondre à ta question, Antoine, je vais donner 3 conditions. Vasculaires, des conditions liées à la contamination et des conditions métaboliques. Les conditions vasculaires. La vascularisation de la greffe est la condition obligatoire pour la réussite, mais également pour la stabilité du greffon. Si le greffon n'est pas bien vascularisé, il va disparaître. Alors, la question, ok, mais comment obtenir une vascularisation rapide? D'abord, il faut de la matrice. Il faut du collagène, il faut des facteurs de croissance et il faut des conditions biomécaniques favorables. Alors, commençons par la matrice osseuse qui est, vous le savez, une matrice de type collagénique qui est produite par les ostéoblastes et les fibroblastes. Et lorsqu'on a 2 grains, c'est ce qu'on appelle l'ostéoconduction, entre ces 2 grains s'installent des ponts de collagène et c'est cette matrice qui est obligatoire pour l'installation de la nouvelle vascularisation. Et cette matrice va secondairement se minéraliser. Et lorsqu'on a obtenu cette matrice, on est tranquille parce que à ce moment-là, il n'y a plus personne qui rentre, elle devient hermétique
à la contamination cellulaire et à la contamination bactérienne. Regardons un petit peu une matrice au microscope électronique. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des fibres de collagène un petit peu partout, on voit des cellules osseuses, et c'est comme ça qu'est organisée la matrice. Il y a du collagène et il y a des protéines à l'intérieur. Alors, on veut vasculariser rapidement, il faut de la matrice, et alors comment on obtient de la matrice? Il faut attirer des cellules, puisque ce sont elles qui fabriquent cette matrice, il faut les attirer, mais il faut également induire une activité cellulaire. C'est-à-dire qu'il faut les attirer, mais les faire travailler. Et pour les faire travailler, il y a une seule condition, il faut qu'il y ait du collagène. Beaucoup d'articles aujourd'hui paraissent sur cette nécessité obligatoire d'avoir du collagène pour obtenir une vascularisation rapide. Alors, sur un premier film que nous avons réalisé avec Itzhak Binderman, on voit bien que dans cette culture, qu'est-ce qu'on voit? On voit des cellules extrêmement actives et ces cellules, lorsqu'elles s'étirent comme ça, elles produisent de la matrice. Et pourquoi elles s'étirent? Parce qu'en face d'elles, il y a du collagène. Sur un deuxième film que j'ai fait réaliser par une équipe japonaise, et qui a consisté à mettre un morceau d'os de crâne de rat en présence de collagène. Et on va voir comment ce collagène attire les cellules, mais en même temps qu'il les attire, il les oblige à travailler intensément. Ça veut dire quoi, travailler? Ça veut dire s'étirer. Et quand une cellule fibroblastique ou ostéoblastique s'étire, elle fabrique du collagène. Et donc, la présence de collagène nous permet d'envisager, d'obtenir une activité cellulaire intense et donc d'obtenir une matrice osseuse rapidement. Alors, la deuxième condition pour obtenir une vascularisation, c'est le collagène. De récents articles parus dans la littérature internationale insistent sur le fait que la vitesse de revascularisation dépend de la concentration et de la densité du collagène. Donc ça fait deux conditions. Il nous faut du collagène pour les cellules et il nous faut du collagène pour obtenir une vascularisation plus rapide. Alors la question c'est où est-ce qu'on va le trouver ce collagène? La première réponse est d'abord dans l'os autologue. Si l'os autologue est si efficace, c'est tout simplement parce que c'est une pièce de collagène d'abord. Il y a dans cet os beaucoup de collagène, à peu près 90% du volume. Et donc, voilà la première source de collagène, c'est l'os autogène. Il y a aussi l'allogreffe, c'est de l'os humain, délipidé, ce n'est pas un os déprotéinisé, c'est-à-dire qu'il n'est pas débarrassé de son collagène. Et si on regarde au microscope électronique cet os humain, qu'est-ce qu'on voit? On voit les fibres de collagène qui composent l'essentiel de cette pièce d'os humain. Et donc, on va pouvoir immédiatement donner plusieurs types de biomatériaux, avec ou sans collagène. Pour moi, c'est la seule classification aujourd'hui que l'on peut donner, c'est-à-dire ceux qui sont organiques, qui contiennent donc des protéines, et à savoir le collagène, et on va les appeler des substituts collagénés, et ceux qui ne contiennent pas de collagène et qu'on appelle d'ailleurs dans la littérature internationale des produits anorganiques. Et donc, d'un côté on aura l'autogène et l'allogène, de l'autre côté on aura tous les minéraux, sans exception, les bovins, les synthétiques, les bioverts, etc. La seule différence entre ces deux-là, c'est que l'un à gauche va permettre une rapide vascularisation, et les autres, on va avoir une vascularisation, mais elle sera un petit peu plus lente, et donc la greffe prend moins vite. Alors, il y a une question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est est-ce qu'on va utiliser un collagène tendre ou dur? On peut très bien prendre à ce moment une éponge de collagène et la mettre dans le comblement pour dire qu'on a mis du collagène. Mais là encore, les chercheurs nous donnent des explications, et cet article de Engler est très intéressant parce qu'il nous explique que, en fonction de la dureté des particules, nous aurons un os plus ou moins dense. C'est-à-dire que si on veut utiliser du collagène, il faut qu'il soit rigide. Pourquoi? Parce qu'on va avoir un os beaucoup plus dense et beaucoup plus dur. Or, c'est ce qu'on cherche quand on fait une greffe, c'est pouvoir mettre un implant dans un os beaucoup plus dense. Et donc, il faut du collagène, mais il faut qu'il soit le moins rapidement résorbable.
Pour vous donner un exemple, on peut obtenir voilà, une greffe qui est faite avec un substitut minéral. C'est un mélange de phosphate tricalcium et d'hydroxyapatite. On a beaucoup d'os, mais on voit bien que c'est un os tendre. Pourquoi? Parce qu'on voit que les lacunes ostéocytaires sont très grandes. Et donc, vous avez de l'os, mais quand vous forez dedans, c'est très mou. Pourquoi? Parce que la vitesse de vascularisation est plus lente, et donc la densité, mais également parce que le biomatériau lui-même est très tendre. À l'inverse, lorsqu'on va utiliser des matériaux durs, on va avoir un os beaucoup plus dense, beaucoup plus dur, et ce qu'on appelle l'os lamellaire, et on voit bien que les lacunes ostéocytaires sont extrêmement petites, et c'est ce qui donne à l'histologie l'aspect d'os très dur, et regardez, de l'autre côté, l'os tendre, on voit toujours des lacunes ostéocytaires qui sont très grandes, et quand vous voyez sur une histologie ce type d'os, vous savez que vous avez un os très tendre. Donc c'est un os de bonne qualité, mais pour vous, implantologiste, tu sais très bien, Antoine, que je n'en suis pas un. Vous aimez plutôt que ce soit dur plutôt que tendre. Bien. Alors, Joseph, je t'interromps 2 secondes. Tu parles d'os dur, os tendre en termes de biomatériaux. Tu as cité un exemple de biomatériaux dit tendre. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de biomatériaux type dur? Type dur, c'est-à-dire l'os humain, c'est un biomatériau dur. Si tu essayes de l'écraser avec ta spatule, tu peux pas. Tu prends tous les TCP sans exception, tu prends une spatule, tu l'écrases et tu en fais de la poussière. Donc voilà ce que c'est qu'un biomatériau tendre. Pour moi, les biomatériaux les plus durs sont les bovins. D'accord. Parce qu'ils sont extrêmement minéralisés, ils sont très durs, très cuits. Et donc, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. J'aime bien mettre un peu de bovin parce que ça m'amène un peu de dureté. Plus de dureté. Alors, il faut, troisième facteur, pour réussir une greffe osseuse, il faut des facteurs de croissance, parce que ça, c'est de la biologie. Et quand on utilise des facteurs de croissance, il faut retourner un petit peu à la biologie. Premièrement, la première notion, c'est qu'un facteur de croissance a une demi-vie de 3 minutes. C'est-à-dire que quand on le met au bout de 3 minutes, quasiment, il a 3 à 5 minutes, il a disparu. Et donc, on a un problème avec ces facteurs de croissance, c'est qu'ils n'agissent pas pendant longtemps. Mais on a une deuxième information extrêmement importante, et c'est un article paru le mois dernier, et qui vient un petit peu conforter ma théorie depuis de très nombreuses années, c'est qu'il faut un gradient stable de facteurs pour obtenir une stimulation significative de la néovascularisation. C'est-à-dire qu'il faut une concentration stable et fixe, enfin fixe, du moins relativement régulière, pour réellement obtenir une stimulation de la vascularisation. Et tu comprends pourquoi ça me fait très plaisir, parce que depuis des années, et depuis notamment 2009, l'article que nous avons publié avec David Douan et toute une autre équipe, montre que le PRF libère dans le site de manière extrêmement régulière et très progressive les facteurs de croissance et pendant une semaine. Donc, on peut espérer que pendant cette semaine, on va avoir un effet très favorable sur la vascularisation. Mais on n'a pas fini. Des facteurs de croissance, mais il faut aussi des protéines, car sans les protéines, on n'est rien. Et là, c'est une publication de l'équipe de Martin Murray à Harvard, et qui a montré qu'il fallait des protéines du plasma avec des plaquettes pour obtenir une vraie stimulation de l'expression des gènes du collagène. Et vous comprenez que là encore, ça me fait bien plaisir, parce que bien avant, j'avais dit qu'il fallait utiliser l'exsudat du PRF, parce qu'il contient beaucoup de fibronectine et beaucoup de vitronectine. Nous avons publié cet article l'année dernière, en 2011, et ces protéines sont extrêmement importantes pour venir aider les facteurs de croissance à stimuler les gènes du collagène. Alors évidemment, le PRF, c'est pas seulement prendre du sang et le mettre dans une centrifugeuse. Ah bon? Je croyais, moi, Joseph, mince. Non, c'est pas seulement ça, parce que si on respecte pas le protocole, on peut avoir des caillots de fibrine qui sont totalement inexistants. On peut, voilà un protocole qui est respecté avec un vrai caillot de fibrine, et on peut comparer. En ne respectant pas on va pas avoir la même fibrine, on va pas avoir la même qualité de caillot. Alors comment tu expliques qu'on ait comme ça des résultats différents? Alors, pendant 10 ans, je me suis tu. Tout simplement parce que j'avais un secret de fabrication et je n'ai pas voulu le donner,
parce que d'abord c'était mon secret et que j'allais pas le divulguer et que j'ai préféré laisser tout le monde y aller faire ce qu'il voulait. Moi j'ai continué sur mon chemin en sachant pertinemment que tous ceux qui allaient chercher une machine sur internet, allez, si je peux le dire, se fourraient le doigt dans l'œil. En effet, on peut trouver plein de machines et regardez, c'est marqué centrifugeuse pour méthode PRF. Magnifique. La seule chose qu'ils ont oublié, c'est que cette machine, elle chauffe le sang. 45 degrés. Et toutes les machines que vous trouverez sur Internet sont toutes des machines qui chauffent le sang. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait il y a 10 ans, mais pour être sûr que... C'était d'ailleurs l'objectif que j'avais quand j'avais modifié le bavin pour faire la PC02, c'est que lorsqu'on prélève le sang, on tombe à 31 degrés. Et regardez la différence de température à la fin de la centrifugation. L'objectif était de rester sur une température extrêmement stable pour avoir la meilleure qualité de fibrine et de libération des facteurs de croissance. J'en parlais tout à l'heure avec Patrick Palacier qui me disait mais Bradmark a bien publié en disant attention, au-delà de 41 degrés, quand vous chauffez l'os au-delà de 41 degrés, vous tuez toutes les cellules. Mais là, quand vous chauffez avec une machine, 42 et on monte jusqu'à 49 degrés. Donc vous imaginez que le tube il est bouillant et qu'à 49 degrés, il ne reste pas beaucoup de choses intéressantes dans le fond du tube. C'est-à-dire que même si, admettons qu'on arrive quand même à avoir des membranes, pour toi elles n'ont absolument pas le même effet. Ah, c'est pas la même qualité. C'est pas la même qualité. D'ailleurs, je reviens d'une tournée en Asie. Et tu sais qu'en Asie, les centrifugeuses sont quasiment données. Hein. Elles sont 20 fois moins chères. Non, je savais pas, mais ça m'intéresse. Ça coûte peanuts. Une centrifugeuse chinoise, nous sommes leaders en Chine, en Malaisie, en Indonésie, à Taïwan. C'est-à-dire que tous, ils essayent les autres machines et puis finalement, ils viennent prendre la PC02 parce que c'est avec celle-là qu'ils obtiennent les meilleurs résultats. Alors une question de Fabien, Joseph, quand même, qui paraît toute simple mais qui ne l'est pas. Est-ce que tu peux rapidement rappeler le protocole du PRF? Parce que c'est vrai que pour nous tous, il paraît tellement évident, mais en 2 mots. En 2 mots, c'est effectivement faire un prélèvement de sang selon des conditions, avec des tubes particuliers, avec des aiguilles particulières. Il y a un timing particulier. Il y a donc la machine, et puis au bout de 12 minutes, vous avez un caillot de fibrine. Et si vous respectez tout le matériel, pas seulement le tube, etc., vous avez théoriquement un produit de bonne qualité. En tous les cas, c'est celui que moi je teste en tous les cas dans mes articles. Et juste pour vous dire, au début on a beaucoup rigolé sur le PRF et puis petit à petit, aujourd'hui voilà, nous sommes leaders en Asie, nous sommes leaders aux États-Unis, au Canada, bientôt au Brésil, en Europe. Donc ça veut dire que aujourd'hui c'est le PRF qui est en train de supplanter et le PRP et le PRGF, tout simplement parce que c'est un bon produit. Et juste un petit exemple, depuis 2 mois, il y a déjà 8 articles internationaux publiés sur le PRF. Et ils en disent tous du bien. Alors, juste si on peut revenir sur ce tableau, je suis content parce qu'on s'est rencontrés en 2002. Moi, je me souviens encore avoir entre les mains ce premier papier. C'était dans un plan ou dans un plantodontie. Implantologie. Implantologie. Implantodontie, pardon. Implantodontie, hein, c'est ça, ouais, tout à fait. Et bon, j'ai participé maigrement à quelques articles. Mais ce qui est intéressant, c'est sur ce tableau, il y a pas mal d'articles de ton équipe, hein, ce qui est normal, mais maintenant, ça y est, les autres ont repris le relais, tu vas en parler juste après, c'est pas que un phénomène franco-français, tu as vraiment réussi à contaminer toute la planète, on te retrouve aujourd'hui sur Dental XP avec les frères Salama, etc. Donc ça, c'est une vraie consécration et ça me fait vraiment plaisir pour toi. Il faut Yann Barandon, que j'étais allé voir en 2001, pour lui demander, écoutez, voilà ce que j'obtiens comme résultat, mais j'y comprends rien, moi je suis pas du tout chercheur ni quoi que ce soit. Et il m'avait répondu avec un petit sourire au coin des lèvres, vous allez mettre 10 ans pour comprendre et 10 ans pour tout expliquer. Je pense qu'il avait raison, on a mis une dizaine d'années à faire un petit peu le tour du produit. Et bon, c'est vrai que j'en suis assez fier aujourd'hui. Alors, évidemment, les résultats, aujourd'hui, on peut les expliquer, que ce soit en chirurgie muqueuse ou osseuse, c'est-à-dire qu'on peut faire des reconstructions de gencives sur des dents découvertes. Regardez, voilà
un biotype extrêmement fin qu'on va traiter uniquement avec du PRF et regardez au bout de 2 mois la quantité de gencives kératinisées qu'on obtient sans avoir mis le moindre morceau de tissu conjonctif. Là encore, regardez des dents complètement, ça c'est de la chirurgie très simple, des dents complètement dénudées, on va traiter uniquement avec du PRF et on va obtenir une gencive kératinisée. Mais tiens, d'ailleurs en parlant de kératinisée, dernier article paru le mois dernier dans le PDR de Sacha Jankovic qui montre que en comparant, en faisant une étude randomisée, on me demande souvent sur les forums, est-ce que vous avez des études randomisées? Moi, je ne peux pas le faire. C'est pas à moi à faire une étude randomisée parce que je serais suspect. Donc, je laisse les autres le faire. Mais il a comparé le PRF avec du conjonctif et il a trouvé que les résultats étaient extrêmement semblables en mettant du PRF ou du conjonctif. Mais un article intéressant, qui est paru également l'année dernière, c'est qu'il compare le PRF avec des BMP. Et il constate, évidemment c'est une étude animale, mais ça permet tout simplement de jauger deux techniques. C'est pas le fait de dire le PRF ça fait des miracles, mais ça permet en tous les cas de comparer deux techniques. Et dans ces sinus faits chez le lapin, ils en ont fait je crois une trentaine, ils ont trouvé que les résultats avec le PRF étaient meilleurs qu'avec des BMP. C'est intéressant, en tous les cas. Voilà des cas qu'on a traités il y a 10 ans. Vous voyez, la diapo, elle est datée, c'était en 2003. Donc ça fait 10 ans qu'on fait ce type de reconstruction, que ce soit muqueuse ou osseuse. On savait que ça marchait, mais on ne savait pas pourquoi. Aujourd'hui, on est capable d'expliquer pourquoi. Quatrième condition, après la matrice, le collagène et le PRF, enfin pas le PRF mais les facteurs de croissance, il faut des conditions biomécaniques pour réussir une greffe. Et là, c'est un élément un petit peu nouveau et qui va me permettre de préciser les choses. Alors Joseph, juste avant d'attaquer les conditions biomécaniques, pour revenir sur les cas cliniques que tu as présentés avant, une question de John. Est-ce qu'il faut mettre plusieurs couches de PRF sur les cas que tu as présentés avant de mucogingival? Est-ce qu'il faut coller plusieurs membranes les unes avec les autres? Alors, je vais répondre à John. C'est un confrère croate que j'ai rencontré il y a 2 mois à Cracovie en Pologne et qui m'a dit tu peux pas savoir, plus j'en mets et plus je suis content et plus j'ai de bons résultats. Voilà la réponse. C'est-à-dire que plus vous en mettrez et mieux ça marchera, tout simplement parce que vous amenez plus de fibrine, c'est la condition, c'est d'amener de la fibrine, et vous amènerez plus de facteurs de croissance, mais le plus n'est pas dans la quantité, mais vous en amènerez plus avec une libération constante et un gradient stable de facteurs de croissance. Et puis dernière remarque, John qui dit est-ce qu'on peut utiliser le PRF d'un autre patient? Bien évidemment que c'est strictement interdit et que c'est tout l'intérêt de ce produit. Il est safe parce qu'il est autologue. Voilà, c'est un produit autologue. C'est pas fait pour on n'a aucun intérêt à le passer à un autre patient puisque le patient il vous en donne autant que vous voulez. Je te laisse la parole. Merci. Alors, on va aborder les conditions biomécaniques. Alors, regardons une greffe autogène, très bien faite, et qu'est-ce qu'on voit? À la réouverture, on a perdu une partie de la greffe. Elle a été rabotée néanmoins, mais on voit bien qu'il y a une résorption. Et en fait, l'idée était de dire, est-ce que cette résorption n'est pas due à une pression associée à la traction de la gencive? Ça, c'est un phénomène nouveau et tu le sais Antoine, je suis extrêmement curieux de littérature et je suis tombé sur un article il y a un peu plus de 2 ans qui est paru dans Nature. Nature, c'est la revue médicale la plus prestigieuse, plus de 30 d'impact factor comparé à des revues dentaires qui en font 1,5. Et qu'est-ce qu'il disait Mamoto? Il disait que lorsqu'on exerce beaucoup de pression sur une greffe, on a une vascularisation qui est ce qu'elle est. On va appliquer moins de pression et on va avoir beaucoup plus de vaisseaux. Et si on applique 0 pression, on a une vascularisation extrêmement riche. Et donc, en regardant cet article, on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas transposer cette idée dans la chirurgie pour d'abord expliquer pourquoi ça ne marche pas, pourquoi un biomatériau se résorbe, et
comme maintenant j'ai pas mal de connexions dans pas mal de pays, j'ai proposé à mon ami Roland Teroc, qui est maintenant aussi ton ami Antoine, puisqu'on a commencé à travailler ensemble depuis quelques mois, et j'ai proposé à Roland de faire de la GBR avec cet esprit de protéger la greffe de la pression de la gencive. Et donc, on va tout de suite commencer sur un patient qui est doublement résorbé à la mandibule. Vous voyez, la mandibule est résorbée bilatéralement. On va tout simplement mettre des vis d'osséosynthèse. Mais la vis d'osséosynthèse, on connaît, c'est ce que les Américains appellent le screw hunting. Mais l'objectif, c'est qu'on savait ce qu'on voulait faire avec ces vis. On voulait tout simplement mettre la gencive à l'écart du comblement. Et donc, on va combler là, c'est avec de l'os allogénique, pur, tout simplement, parce que pour faire ce type de test au départ, il faut prendre le meilleur biomatériau. Du PRF évidemment, du métronidazole évidemment, recouvert par une membrane de type dermique à l'occlusion. Et voilà ce qu'on obtient comme résultat, c'est-à-dire qu'on se rend compte que la reconstruction est extrêmement importante, mais que la résorption de la greffe s'arrête à la tête de la vis. Et donc on va commencer à faire plusieurs cas cliniques, c'est-à-dire sur des mandibules résorbées, on va mettre des vis. Vous voyez, on comble beaucoup plus que la tête de la vis, et quand on réouvre, la résorption s'arrête à la tête de la vis. Et donc, on commence à valider ce concept, à savoir que la pression de la gencive est un facteur extrêmement négatif sur la vascularisation de la greffe. Et si elle est mal vascularisée, le biomatériau va se résorber. Ça, c'est un cas que j'ai reçu il y a quelques jours de mon ami Franck Bellaton, qui, sur un échec de bloc ramique sous-sinusien, je l'avais croisé chez lui du côté de Ferney-Voltaire et je lui avais montré un petit peu les cas. Il s'est dit je vais faire la même chose, c'est-à-dire qu'il a mis des vis, il a comblé avec un mélange Maxrab-Cerabone, du PRF évidemment, du métronidazole évidemment, une membrane de type péricarde et il m'envoie ses photos tout content, il me dit regarde c'est magnifique, j'ai une belle greffe, j'ai pu poser mes implants et donc ce concept de réduction de la greffe commence à prendre un petit peu de l'ampleur et on va résumer en disant si j'exerce une pression sur cette greffe, j'empêche la vascularisation et si j'empêche la vascularisation, le biomatériau va disparaître. Il n'est pas résorbé comme j'entends souvent dire, il est phagocyté parce qu'il n'est pas vascularisé, donc c'est un produit mort et en général l'organisme, lorsqu'il a un produit qui est mort, il le dégage, tout simplement. Et comme toujours, les cliniciens et les scientifiques se rejoignent sans exception. C'est toujours comme ça depuis des dizaines d'années. On peut avoir des résultats cliniques, mais il faut quand même des articles qui vont venir valider ce concept clinique. Et comme toujours, des articles vont sortir, et ça c'est l'équipe de Burkell et Goldberg d'Atlanta, qui vont publier 2 articles majeurs en septembre et décembre 2011, et ils vont montrer que dès qu'ils appliquent une pression précoce sur la greffe, la vascularisation est catastrophique, et dans le comblement, on a perdu du biomatériau. A l'inverse, s'ils appliquent la pression beaucoup plus tardivement, entre la 4e et la 8e semaine, on va avoir une vascularisation qui va être 4 fois plus importante et un volume osseux qui est complètement maintenu. Et donc, aujourd'hui, on peut dire que cette pression est un facteur majeur de vascularisation. Et c'est pour ça que, évidemment, derrière, j'ai tout de suite lancé un système qui va me permettre de créer ce genre de zone hors pression, même quand on pose un implant postérieur, on peut très bien, avec des petites mèches titane, vous voyez, visser avec la vis de couverture, créer un espace dans lequel la greffe va pouvoir tranquillement se développer. Vous voyez, sur une mandibule, 3 implants, 3 petites mèches pour créer un volume. Et on va maintenant travailler également sur des membranes qui vont avoir pour rôle de disperser la pression. Parce que même sur la membrane de REG, on travaille aussi parce que c'est aussi un élément important dans cette réduction de
de la pression. Alors justement, une question en ce qui concerne les membranes, Joseph. Certains, c'est Thomas Guillaumin qui pose la question. Tu mets du péricarde, plutôt la xénoderme? Je pense qu'on en parlera peut-être en fin d'émission. Enfin, on a prévu une question là-dessus Okay. un peu plus tard, mais je vais répondre à ta question, Thomas, il n'y a pas de problème. Et donc ça c'est un cas qu'on a fait ensemble il y a pas mal de temps, Antoine. Tu vois, regarde, on va mettre des vis ou une mèche titane. Regardez, on peut très bien reconstruire des volumes. Il est évident que cette technique, pour l'instant on est au début et donc on ne connaît pas très bien les limites, mais on va aller chercher les limites très loin parce que on sait aujourd'hui que réussir une greffe, c'est d'abord régler le problème de la pression de cette greffe, beaucoup plus que tout le reste. Et donc c'est un cas, voilà, un maxillaire complètement résorbé et on va reconstruire en épaisseur et en verticale avec là encore une membrane qui va avoir pour rôle de réduire la pression. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit très bien que le comblement s'arrête à la tête de la vis. On a regretté une seule chose, c'est de ne pas mettre des vis plus longues. Bien. Alors, avant de continuer, là, ça s'excite un peu sur le chat, hein, forcément. Donc, question, tu mets du métronidazole, quelle quantité, quel mélange avec le biomatériau? J'y arrive. On attend un peu. J'y arrive. Question, et je suis assez d'accord avec la remarque de Groller, comment faire pour recouvrir à la mandibule sans tension? Et Groller qui répond, pour moi, c'est plutôt à la mandibule postérieure que c'est le plus facile de ne pas avoir de tension. C'est avec quoi je suis assez d'accord. Tu es d'accord, Joseph, toi, de voir les cliniciens faire, et Dieu sait que tu les guides. Je vais montrer pas mal de cas cliniques, et à chaque fois, on me pose la question, mais comment tu fais pour fermer? Tu le sais, Antoine, j'ai d'abord fait 6 années de chirurgie générale avant d'attaquer l'anesthésie, donc j'ai une expérience chirurgicale non négligeable. Et en principe, j'ai une réflexion qui est très simple. Je ne ferme que ce que je peux combler. C'est-à-dire que la préparation du lambeau doit se faire au moment de l'incision. On incise, on décolle, on prépare le lambeau. Et donc, on adapte le volume de la greffe à ce qu'on a comme lambeau. Et donc, il n'est pas difficile de fermer puisque le lambeau, on ne met sous le lambeau que ce qu'il peut recouvrir. Donc, il n'y a pas de problème. L'avantage étant en plus que dès qu'on incise le périos, ça saigne. Et le temps de faire sa greffe, on a une petite hémostase qui se fait. C'est plus facile de suturer. Exactement, exactement. Alors, dans les conditions mécaniques, on parle... Enfin, j'entends maintenant, puisque je suis souvent à l'étranger, j'entends toujours parler de tension-free flap closure, c'est-à-dire que le lambeau ne doit pas être suturé en pression. Effectivement, voilà pourquoi il va lâcher. C'est que s'il est sous tension, ce lambeau, moi j'ai tellement vu de praticiens qui se servent du fil pour tirer le lambeau, pour suturer. Ça, c'est une erreur majeure. Et alors, effectivement, le risque d'ouverture, il est important, mais tout simplement parce que c'est la pression qui va empêcher la revascularisation du lambeau. Et donc, quand vous aurez un lambeau libre, il ne va jamais s'ouvrir. Je vous ramène à l'article de Binderman paru en 2002, et il montre bien que les fibroblastes de la gencive, lorsqu'il n'y a pas de lambeau, les fibroblastes sont très bien organisés, et dès qu'on fait un lambeau, les fibroblastes sont complètement désorganisés, et il y a spontanément une ischémie de la gencive avec des libérations de substances ostéolytiques et notamment de l'ATP. Et donc, ce lambeau, s'il est sous tension, c'est une catastrophe. On a également, pour ceux qui ont eu la chance de venir au CIFAC, publié avec mes amis Binderman et Yafé, une étude qu'on a fait sur l'animal où on montrait que quand il n'y avait pas de lambeau, on avait des mandibules avec un volume osseux satisfaisant et que dès qu'on faisait un lambeau, on se mettait à perdre beaucoup d'os. On oublie ça. Et c'est pour ça que je dis toujours, enfin toujours depuis quelque temps, et c'est à la mode, hein, il n'y a pas que les Grecs qui vivent à crédit, arrêtez de vivre à crédit. Et ça veut dire quoi, arrêter de vivre à crédit? C'est-à-dire que quand vous faites un lambeau, vous allez perdre de l'os. Et si vous ne le remboursez pas ce jour-là, eh ben, le crédit, vous ne pourrez plus le rembourser après. Donc j'insiste, et je répète toujours dans mes conférences, quand vous faites un lambeau, vous allez perdre de l'os, et remboursez cet os que vous allez perdre. Créez un volume osseux, et regardez, ça c'est un cas de mon ami Alain Simon-Pierry.
quand on veut obtenir de la gencive, de l'esthétique, etc., il n'y a qu'une seule condition. C'est ce qu'on fait, et c'est ce que tu fais Antoine aussi depuis si longtemps, puisqu'on a commencé les formations PRF avec Alain et toi, c'est-à-dire de systématiquement faire une greffe d'apposition lorsqu'on fait un lambeau, et ça vous permet de récupérer beaucoup de gencives. Alors, question toujours d'Acula, sur la tension des lambeaux, à la mandibule notamment. Si on tracte, Joseph, cette gencive à la mandibule, est-ce qu'on va quand même réussir à avoir de la gencive attachée? Parce que souvent, on tracte de la muqueuse alvéolaire. Ben, ça, c'est le rôle du PRF. D'abord, premièrement, il faut savoir que chaque fois que vous comblerez, vous aurez beaucoup plus de gencives attachées. On l'a montré déjà au CIFAC 2009, où chaque fois qu'on comble, on crée des conditions favorables au développement de ces cellules kératinisées. On le sait très bien, quand on perd de l'os, on perd de la gencive. Mais si vous créez de volume osseux, vous créerez obligatoirement de la gencive kératinisée. Et c'est pour ça que je dis, arrêtez de vivre à crédit. Remboursez vos dettes. Autre question, comment gèrent les dentistes la temporisation sur ce type de greffe? Qu'est-ce qu'on met comme prothèse provisoire? Moi, personnellement, tous les greffes, on met systématiquement une prothèse provisoire. Si elle est évidée, c'est pas la prothèse qui est la plus dangereuse, c'est la traction du lambeau. Donc je remets un petit peu les idées en place. C'est d'abord la traction du lambeau avant la pression. Évidemment, il ne faut pas qu'elle appuie. Et si elle appuie, elle va appuyer d'abord sur la gencive qui, elle, va appuyer sur la greffe. Et donc, on arrive toujours à mettre des prothèses qui ne touchent pas le comblement. Il n'y a aucun problème. Alors, autre question toujours. Alors, docteur Aquila, je pense qu'il n'a pas compris le principe puisqu'il nous dit « Mais si la tension du lambeau n'est pas suffisante, ne risque-t-on pas l'exposition de la membrane ?» C'est-à-dire que, en fait, il faut qu'ils comprennent que le but, c'est bien évidemment non pas de laisser le site béant ouvert, c'est bien de recouvrir, mais d'arriver à recouvrir sans tension, justement en libérant le périoste. Voilà, il faut libérer, et je dis toujours, libérer même plus que de raison. Plus vous aurez de tissu en plus, de laxité en plus, et mieux vous vous porterez. Donc ça veut dire que quand vous faites un lambeau et que vous estimez que c'est assez, ben allez-y, mettez-lui encore quelques millimètres ou 1 centimètre de plus, parce que c'est ça qui va vous permettre d'avoir de très bons résultats. Moins vous aurez de tension sur le lambeau, et plus vous gagnerez dans vos résultats. Avec toujours une difficulté à la mandibule au niveau du foramen. Donc menez bien vos dissections au niveau du foramen en vestibulaire. Vous pouvez aussi gagner en lingual. On peut arriver à désinsérer les muscles du plancher mylohyoïdien et on arrive à gagner aussi un petit peu. Donc tout ça, il y a des techniques et dans les différents TP de Joseph, vous pouvez bien évidemment les apprendre. Juste pour rebondir un petit peu sur cette question, c'est-à-dire que, et puis, là encore, ceux qui n'étaient pas au CIFAC 2011 vont encore le regretter, mais on a eu droit à une conférence absolument magnifique de Maurice Salama, et qui a expliqué que ça ne le gênait absolument pas de faire une greffe en 2 temps. C'est-à-dire que s'il n'arrive pas à combler suffisamment la première fois, ben, quand il va poser ses implants, il va faire une 2e greffe. C'est pas un problème. On n'est pas obligé. Moi, je vois souvent des praticiens qui veulent tout reconstruire en 1 fois. Ben, si c'est pas possible, on le fait en 2 fois. Alors, question de Thomas. Parle-nous en 2 mots de l'OSMED et de l'intérêt de l'OSMED. Alors, l'OSMED, oui, c'est un expanseur gingival. Donc, le principe, c'est un petit boudin qu'on met sous la gencive, oui, qui va gonfler. Qui est hydrophile, donc qui se gonfle d'eau tout simplement, qui est étanche évidemment, et qui va petit à petit, en quelques semaines, se remplir d'eau et donc gonfler, et donc donner une traction, donner une expansion de la gencive. Alors il y a 2 manières de le poser, soit c'est en sous-périosté, soit c'est en demi-épaisseur. On n'a pas encore la réponse, sincèrement, et objectivement, j'ai pas encore la réponse pour savoir s'il faut le mettre sous périosté ou dans la demi-épaisseur. J'aurais tendance aujourd'hui à m'orienter vers de la demi-épaisseur. Je dis bien j'aurais tendance à aller vers de la demi-épaisseur parce que quand on le met sous le périoste, et ça nous est arrivé 1 fois, c'est-à-dire que le périoste était extrêmement dur et pas du tout élastique, et donc on a obtenu une résorption de l'os en dessous. Petite, hein, mais disons, ça veut dire que c'est pas toujours. Alors il vaut mieux jouer la carte de la gencive, libre, et ensuite, le jour de la chirurgie,
inciser le périoste pour gagner beaucoup plus. Mais on a déjà cette gencive qui a déjà été très bien expansée. Autre question, et après on passera à la suite sur les conditions infectieuses. Question de Francis, j'ai du mal sur les suites post-opératoires lorsque je fais des incisions périostées. Est-ce que tu as un conseil à me donner? C'est-à-dire j'ai des problèmes d'œdème, alors je vais te dire, de bleu. toutes les complications de l'incision périostée viennent du fait que notre ami, j'ai oublié son prénom, fait son incision avant de suturer. Il n'y a pas photo. Il faut inciser le périoste au moment où on fait le décollement. Voilà. Et donc, il ne saigne plus au bout d'un certain temps, et donc il n'y a aucune raison d'avoir il y a un petit œdème, mais souvent quand ça gonfle, c'est parce qu'il y a un hématome. Et l'hématome est un facteur d'infection. Donc, on a moins d'œdème et moins de risque d'infection quand on fait l'incision. Et puis ensuite, on comble en fonction de ce qu'on a obtenu comme laxité. Voilà, et éviter de guillocher le muscle sur des centimètres et des centimètres. Normalement, une jolie incision périostée, on voit bien le périos, on incite proprement parallèlement, pas plus de quelques millimètres d'épaisseur et vous aurez de beaux résultats. Et je donne un dernier détail, c'est que souvent, quand on incise au début, le tissu est encore imprégné de vasoconstricteurs, donc il saigne moins, alors que souvent, à la fin de la chirurgie, il y a moins de vasoconstricteurs, et donc ça saigne beaucoup, beaucoup plus. Donc toutes les conditions, les meilleures conditions sont au moment du décollement du lambeau. Allez, on poursuit, Joseph. Alors, on va aborder maintenant les conditions infectieuses. On n'oublie pas que quand on opère, et notamment à la mandibule, on a beaucoup de salive. Et cette salive est un vecteur de bactéries. Les patients respirent et donc en permanence, ils balayent le site avec des bactéries. On a fait souvent des extractions en même temps. Et donc, les conditions d'avoir un comblement contaminé sont très importantes. Et c'est la raison pour laquelle j'ai proposé d'abord en 2004 et ensuite nous avons publié avec mes amis italiens et israéliens un article dans Implant Dentistry en précisant l'intérêt de rajouter du métronidazole. L'intérêt du métronidazole, il est très simple, c'est juste de réduire la contamination du biomatériau. Je ne cherche pas à faire une antibiothérapie, je cherche tout simplement à éviter que mon comblement soit trop contaminé au moment où je le mets dans le site. Et donc, si j'ai moins de bactéries, là encore, j'ai une vascularisation plus rapide. Voilà pourquoi c'est intéressant. C'est pas tellement pour... Je veux tout simplement qu'il y ait un peu moins de bactéries. Et ces articles qui, au départ, ont suscité un petit peu je dirais, de ricanement en France, m'ont permis, à moi et à mes amis, d'avoir le prix de la meilleure publication dans la revue Implant Dentistry aux États-Unis en 2008. Et chose extrêmement rare pour une équipe française, enfin en tous les cas pour nous, c'est d'avoir l'année d'après encore le prix de la meilleure publication dans la revue Implant Dentistry. Mais qu'est-ce qu'on disait? PRF, métronidazole pendant des réhabilitations complètes du maxillaire. Voilà ce que aujourd'hui la communauté nous a comment elle nous a remercié d'amener un concept simple, juste de réduire la contamination. Et récemment, je suis tombé sur un article très intéressant sur une greffe sinusienne. Très bien, regardez, c'est magnifique. Les implants ont été posés. Mais si on fait une analyse 3D du comblement, qu'est-ce qu'on voit? On voit un comblement qui a été contaminé. Et donc, ce comblement a de fortes chances de se résorber dans les mois et les années à venir. Pourquoi? Mais parce qu'il y a des zones où il y a zéro vaisseau. Et cette zone où il y a zéro vaisseau, elle va disparaître. Alors on me dit oui, j'ai entendu pendant des années dire la pression intrasinusienne, mais je vous signale que la pression intrasinusienne, c'est la pression atmosphérique. Moi, je ne connais pas de pression intrasinusienne. Par contre, je connais le défaut de vascularisation. Et quand il n'y a pas de vaisseau, je vous garantis qu'il n'y a rien qui reste parce que automatiquement, un endroit qui n'est pas vascularisé est expulsé manu militari par l'organisme et par les macrophages.
Alors comment, Joseph, pour certains se procurer du métronidazole? Toujours les mêmes questions. Mais alors, je te Elles rassure, sont légitimes. Cette question, je l'ai du monde entier. Il y a aujourd'hui, alors pendant des années, on a utilisé le métronidazole en solution qui était vendu par Baxter et que, enfin, à l'époque, le laboratoire nous donnait la solution. Et puis j'ai trouvé le moyen de fabriquer de la solution parce que bon, je suis un peu bidouilleur. Mais la condition aujourd'hui, c'est qu'il existe du métronidazole pur. Dans des gélules préparées de manière extrêmement propre et très clean par une pharmacie qui a accepté mon cahier de charge. Et donc aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que soit on prépare de la solution avec le petit bain-marie que nous livrons à tous nos clients gratuitement. S'il y a des clients qui sont connectés, qui n'ont pas leur petit système, eh ben, ils le recevront gratuitement. Et puis aussi, on mélange cette poudre avec notre biomatériau. De manière assez simple. Le dosage du métronidazole. Alors, le dosage, qu'est-ce que c'est-à-dire la quantité. Mais il en faut pas beaucoup. Il en faut pas beaucoup. Hein. Dans la gélule, il y a peut-être entre 50 et 100 mg de métronidazole. Mais moi, je cherche pas à faire une antibiothérapie. Je cherche tout simplement à protéger le biomatériau de la contamination extérieure. C'est tout. Donc, il en faut pas beaucoup. Est-ce qu'on pourrait utiliser de la bétadine à la place et mélanger le biomatériau avec la bétadine? Je n'ai pas connaissance d'un effet de la bétadine sur les anaérobies. D'accord. Parce qu'on est dans un milieu où règnent de manière majeure les anaérobies. Ok. Alors, il me reste à évoquer un chapitre qui me tient à cœur depuis très longtemps, mais c'est dû un petit peu à ma culture médicale, puisque je ne m'intéresse pas qu'à l'implantologie, et je vais parler de conditions métaboliques. Je reçois souvent des questions, où on m'appelle souvent pour me dire j'ai eu un échec. Et en 2003, j'ai publié mon premier article qui s'intitulait « Hypercholestérolémie et greffe osseuse » dans un journal canadien. Et ceux qui me connaissent depuis très longtemps savent que je m'intéresse à ce domaine depuis très longtemps. Et chaque fois qu'on m'appelle pour un échec, je leur dis « dosez-moi le cholestérol ». Et on trouve une hypercholestérolémie. Ça, c'est mon ami Roland de Nuremberg qui un jour m'appelle en me disant « j'ai un jeune à qui j'ai fait une greffe, c'est absolument une catastrophe ». Et je lui dis, mais dose-moi d'abord le cholestérol avant de chercher une cause particulière. Il me dit, mais j'ai pas besoin de le doser, il est jeune. J'ai dit, je m'en fous qu'il soit jeune. Et on va retrouver une hypercholestérolémie. Voilà, ça c'est le type de mail que je reçois toutes les semaines. Voilà un mail qui est arrivé des États-Unis au début du mois de mars. Et le praticien me dit, voilà, j'ai posé un implant, j'ai perdu de l'os, comment je fais pour le reconstruire et pourquoi j'ai perdu ? Et je lui pose la question, cherche-moi le métro, et il me répond le cholestérol, et il me répond une semaine après, tu avais raison, j'ai trouvé une hypercholestérolémie. Et donc, cette notion de cholestérol est une notion totalement inconnue dans le milieu dentaire. Et je vais vous faire un petit cours de biologie. Les lipoprotéines, que sont le LDL et le HDL cholestérol, vous savez que le LDL est le mauvais et le HDL est le bon cholestérol. Le cholestérol est très impliqué dans le transport de la vitamine D, de la vitamine E, des oestrogènes. Le cholestérol est le précurseur de la vitamine D et des stéroïdes, si vous vous rappelez vos cours de première année de médecine. Et la chose nouvelle, c'est qu'en fait, le cholestérol est fixé et dégradé dans les ostéoblastes. La majorité du métabolisme du cholestérol se fait dans les ostéoblastes. Et alors, quelles conséquences ça a ? Ben, quand on a beaucoup trop de cholestérol dans le sang, on a une augmentation du LDL oxydé. Et ce LDL oxydé qui va se retrouver dans les ostéoblastes va provoquer la mort des ostéoblastes. Il va provoquer une inhibition de la phosphatase alcaline et il va provoquer une inhibition de la minéralisation. Et donc vous avez quoi ? Vous avez une réduction du métabolisme osseux et une augmentation de la partie graisseuse de l'os. Et vous avez des articles qui sortent et qui sortent de plus en plus et qui parlent de ce concept de dyslipidémie et de métabolisme osseux. Et donc, évidemment, dans la mesure où j'ai de plus en plus de praticiens qui m'appellent pour me dire « tu as raison, j'ai eu un échec, j'ai cherché le cholestérol
Et j'ai trouvé une hypercholestérolémie, même chez des gens jeunes, hein, 35, 40 ans. Donc il faut aujourd'hui l'inclure obligatoirement dans le questionnaire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent qu'ils ont du cholestérol, mais qui ne se traitent pas. Et qu'est-ce qu'on doit faire si jamais on a un patient qui a du cholestérol et qu'on doit l'opérer? T'es curieux. Hein. Alors en fait, je voulais juste C'est vous avant dire... qu'on me pose la question. Ouais, je vais répondre tout de suite. En fait, je me suis tourné vers des universités françaises. Aucune n'a accepté parce que bon, ils ont d'autres choses à faire, à ce qui paraît. Donc je me suis, comme d'habitude, tourné vers une université étrangère, et à savoir celle de Naples de mon ami Gilberto Sammartino. Et je lui dis, Gilberto, j'aimerais que tu me ressortes tous les dossiers d'échecs implantaires et des échecs de greffe osseuse. Nous sommes actuellement à 40% de patients qui ont eu un échec, qui ont une hypercholestérolémie retrouvée dans le bilan osseux. Donc ça veut dire, c'est impressionnant, et ça veut dire, attention, ça ne veut pas dire qu'une hypercholestérolémie seule va entraîner un échec, mais c'est un facteur rajouté et qui n'est pas négligeable. Et donc je dis, chaque fois qu'on a un échec, cherchons, au lieu de dire c'est tel biomatériau, c'est tel implant, etc., parce que c'est ce que j'entends tout le temps. Ah, mais j'arrête parce que non, c'est pas le biomatériau. C'est peut-être tout simplement le cholestérol. Par contre, si vous avez des patients qui sont traités par des statines, eh ben, eux vont avoir des conditions extrêmement favorables pour la greffe osseuse. Ceux qui me connaissent depuis très longtemps savent qu'on a commencé à utiliser des statines à Divonne-les-Bains en 1999 avec Scheffler. Mais bon, à l'époque, j'étais tout seul, donc je ne pouvais pas tenir le challenge. Je n'avais aucun support scientifique. Mais en tous les cas, je m'intéresse à ce dossier, et donc aujourd'hui, j'ai une expérience inégalée dans ce domaine. Alors, comment traiter? Ben, il faut l'envoyer chez le médecin. Un patient qui a du cholestérol, il faut l'envoyer chez le médecin se faire traiter. Je vais vous raconter une histoire très, très marrante. Il y a quelques mois, je reçois la visite d'un ami et qui me dit, voilà, je voudrais aller voir l'implantologiste français le plus prestigieux. Ah. Et qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, voilà, mon dentiste m'a posé un implant et je l'ai perdu. Il me l'a reposé, je l'ai reperdu. Alors, vous devinez quelle question je lui pose? T'aurais pas par hasard du cholestérol? Il me dit si. Et tu te traites? Non. Ah bon? Bon. Qui est ton dentiste? J'appelle le confrère, je le connais, c'est un client en plus. Et je lui dis, bah, écoute, voilà, je suis avec ton client, je te dis pourquoi il a perdu ses implants. Il a une hypercholestérolémie non traitée depuis des années. Tu le traites et tu le réimplantes. Quelques mois plus tard, mon ami me rappelle et me dit, voilà Joseph, j'ai reposé l'implant et je l'ai reperdu. Ah. Tu as traité le cholestérol? Il me dit non, j'ai changé de marque d'implant. Ben, il peut changer 18 fois de marque d'implant, son implant ne tiendra jamais parce que métaboliquement, son patient ne pourra pas ostéo-intégrer son implant. Voilà, c'était pour la petite histoire. Question, parce que y a vraiment beaucoup de questions sur le cholestérol. Alors, on va essayer de pas être trop en retard, mais quand même c'est important. Oui, ça secoue hein, en général. Oui, ça les énerve un peu, moi aussi d'ailleurs. Quel pourcentage, mais je pense pas que tu as encore peut-être les chiffres, mais quel pourcentage des patients ayant une hypercholestérolémie dans cette étude de Naples n'ont pas eu d'échec? Tu vois, si on prend... à l'envers? Ouais, si on prend à l'envers. Non, mais moi au départ, ce que je voulais, c'était juste vérifier que on retrouvait cette notion dans beaucoup d'échecs. Évidemment, je pense, il n'y a rien qui peut dire 100% de telle cause va provoquer un échec. Bien sûr. Mais c'est un facteur ajouté. Alors il y a le tabac, il y a tout le reste, mais le cholestérol vient aggraver les conditions de la réussite de la greffe osseuse. Donc c'est un élément à ne pas négliger, c'est tellement facile. Et peux-tu redonner exactement ce qu'est une statine, quelques noms de statines et sur quoi ça agit? La statine, c'est tout simplement un produit qui va réduire la fabrication de cholestérol et donc automatiquement on aura moins de LDL oxydé. D'accord. On aura le HDL va pas être beaucoup changé puisque c'est le bon cholestérol, puisque le HDL lui aurait tendance à favoriser la croissance osseuse. C'est le LDL qui est toxique et donc les statines agissent surtout en baissant le LDL. D'accord. Non, le Tahor par exemple. Ouais, c'est ce qu'on met aussi sur le chat, bien sûr. Voilà.
Alors, on a vu maintenant comment réussir une greffe osseuse. Il y a On beaucoup vient de le conditions voir. pour Il y a réussir. énormément de conditions. Hein. Il n'y a pas que le choix du biomatériau, mais quand même, il y a un élément aussi important, outre tout ce que tu viens de dire, c'est le choix du biomatériau. Et on l'a compris, tu l'as dit, collagène, pas de collagène, ça c'est déjà une grande différence. Mais comment choisir un biomatériau? J'adore cette question. J'adore cette question. Alors, effectivement, il y a les collagénés et les non collagénés. En fait, moi, je vais te dire d'abord que tous fonctionnent. Tous les biomatériaux marchent, mais ils fonctionnent à des vitesses différentes. Ça veut dire quoi à des vitesses? C'est-à-dire qu'ils entraînent des vascularisations plus ou moins rapides. Or, on a bien compris au travers de la première partie, c'est que c'est la vascularisation qui décide. C'est pas telle ou telle marque. J'entends dire, oui, mais celui-là, il y a des articles, etc. Mais on s'en fout. Quel est l'état de la vascularisation qu'on obtient? C'est ça qui va faire que ça va marcher ou que ça ne va pas marcher. Mais néanmoins, moi, dans la tradition juive, on dit que quand tu poses la question à un juif, il te répond par une autre question. Moi, je vais t'en poser plusieurs. Choix des biomatériaux, quel site? Quelle contamination? Quelle vitesse tu veux? Est-ce que tu veux faire un comblement ou une apposition? Quel patient? Quel challenge? Et puis je finirai par comment tu travailles. Alors reprenons, quel site? Le site, d'abord, si tu fais une extraction, je vois dans beaucoup d'articles poussés par des fabricants qu'il faut mettre du biomatériau, des membranes. Il faut arrêter. Il faut mettre que de la fibrine et des facteurs de croissance, c'est ce qui donne les meilleurs résultats. Pourquoi? C'est rapide, c'est sécure, ça s'infecte jamais, et vous obtenez de l'os natif. Alors effectivement, il peut manquer un petit peu, mais on s'en fout. Le jour où vous posez un implant, vous faites une petite érogée autour de votre implant. Si vous perdez un mur, alors là, effectivement, il faut mettre un biomatériau. Alors, ça dépend si le site est infecté ou pas. Si le site n'est pas infecté, une fracture, vous mettez n'importe quoi, ça marche. Une extraction sur sur un site extrêmement infecté, j'aurais tendance à dire, moi je vais mettre un biomatériau de type organique qui contient du collagène parce que ça va me permettre de fabriquer des vaisseaux plus vite. Et donc, si j'ai beaucoup de vaisseaux, je vais me défendre contre l'infection. Dans le sinus, la littérature, c'est n'importe lequel. N'importe lequel. Tous marchent, sans exception. Mais, il y a un mais. C'est est-ce que tu mets l'implant ou est-ce que tu mets pas l'implant? Si tu mets ton implant en simultané, je resterai sur la position n'importe lequel. Parce qu'il va s'intégrer plus ou moins rapidement, mais ça va marcher. Par contre, si tu ne peux pas mettre d'implant, alors ça veut dire que ton sinus, il est difficile. En général, c'est un SA4, il y a 1 mm d'épaisseur d'os. La littérature est formelle. Ces sinus sont les plus difficiles à reconstruire. Et alors, est-ce qu'on va mettre un matériau qui va pas vite? C'est stupide. Dans ces sinus, il faut mettre un biomatériau qui va aider le patient, c'est-à-dire qui va lui permettre de se vasculariser rapidement. Oui, effectivement, j'ai vu des articles, quand on met du bovin dans un sinus comme ça, il faut 9 mois, 12 mois. Moi, avec un matériau collagéné, en 4 mois, on peut obtenir le même résultat. La position, c'est le plus difficile, parce qu'on n'est pas dans un contexte clos. Et là, il va falloir jouer sur la qualité des biomatériaux. La périimplantite, c'est pareil. Une périimplantite, reconstruire de l'os autour d'un implant contaminé, d'après vous, qu'est-ce qui peut marcher? Le seul qui peut marcher, c'est celui qui obtient la vascularisation la plus rapide, parce que ce sont les vaisseaux qui vont nettoyer la surface. C'est pas les antibiotiques. Alors on peut mettre du métronidazole, ça va aider. Mais si vous avez un biomatériau qui ne se revascularise pas vite, vous allez perdre. La réponse, elle est dans la vascularisation, et donc vous savez ce que vous voulez faire, vous choisirez le biomatériau qui vous donne la vascularisation la plus rapide. Juste quelques images. Extraction, perte des murs, que du PRF. Voilà ce que les gens publient aujourd'hui. Extraction, comblement avec du PRF, ça suffit. Alors ici, s'il manque un petit peu, on mettra 3 grains de biomatériaux, mais on a un os complètement natif, totalement naturel. Quelle contamination? Toujours, je mets du métronidazole. Pourquoi? Parce que je la réduis. Et si je réduis ma contamination, j'ai une vascularisation plus rapide. Celui qui est le moins sensible, c'est l'os collagéné. Pourquoi il est moins sensible? Parce que il se vascularise le plus rapidement. Et si j'ai des vaisseaux, je me défends mieux contre l'infection. Voilà ce que je reçois aujourd'hui comme panneau. Des périimplantites de partout. Et on ne fait pas attention. C'est-à-dire qu'on met des implants, c'est un débat. Moi, je peux vous dire aujourd'hui que dans 5 ans, ça va être un carnage. Pourquoi? Parce qu'on met des implants,
et on ne fait pas attention qu'on est en train de créer, en même temps qu'on met des implants, des périimplantites, parce que on ne traite pas la bouche, parce qu'il y a plein de facteurs. Et il va falloir un petit peu remettre un petit peu d'ordre, parce que je reçois des panneaux comme ça toutes les semaines. Comment je fais pour m'en sortir? Ben, ça va être difficile. Alors, quelle vitesse on veut? On veut aller vite? Eh ben, on va mettre du collagène. On sait très bien que le moins rapide, c'est le synthétique. Parce que il va produire beaucoup d'os tendres. Ben, si on n'est pas pressé, ben, on peut mettre du synthétique. C'est pas gênant. La position, c'est plus difficile. Et c'est pour ça que j'ai voulu introduire une notion de convergence des compétences, c'est-à-dire que pour moi, il faut utiliser plusieurs biomatériaux pour obtenir une vascularisation, mais également une stabilité, également jouer sur ce que je vous disais tout à l'heure, que quand on met un biomatériau dur, on aura un comblement qui sera plus dur, parce que les cellules vont construire par mimétisme un tissu beaucoup plus dense. Et donc, pour poser des implants, un cas comme ça, on va traiter, il y en a beaucoup maintenant, je le vois dans les forums, qui utilisent ce mélange de Maxgraft et de Cerabone avec du PRF et du métronidazole. Ben voilà, on va partir de là, mais on va pouvoir poser des implants dans un contexte suffisamment dur pour faire tenir les implants. On peut imaginer que dans un maxillaire comme ça, si on choisit bien les différents biomatériaux pour obtenir la vascularisation, pour obtenir un os, enfin un comblement dense dans lequel on va mettre des implants, eh ben, on va jouer là-dessus. Mélange, halogène, Cerabone, recouvrir. Regardez, c'est énorme comme comblement, mais on s'en fout. On a suffisamment de lambeaux pour recouvrir sans tension. Le PRF, il faut couvrir l'intégralité du comblement. Et derrière, vous reconstruisez une crête tout à fait satisfaisante. Alors, quel challenge pour quel patient? Si on veut monter, si on veut faire escalader le Mont Ventoux, il ne faut pas y aller avec un vélo de grand-mère. Il faut aller avec un vélo léger. Ben, c'est la même chose, regardez ce sinus. Il est très fin, il y a très peu de parois osseuses, elles sont très fines, et voilà, lorsqu'on a fini de nettoyer. Si vous mettez du synthétique ou du bovin là-dedans, je vous promets que dans un an, vous êtes toujours en train d'attendre qu'il y ait de l'os. Voilà, c'est tout. Ce site-là, vous ne pouvez pas le combler avec autre chose que de l'halogène. Pur. Évidemment, mettre du métro, mettre du PRF pour aller un peu plus vite. Voilà, j'espère que vous avez compris aujourd'hui mon message. On ne fait pas tout avec le même biomatériau. C'est stupide. Parce que on n'a pas la même reconstruction à chaque fois. Et je dirais, comment tu travailles? Il y a des gens qui mettent 5 heures pour faire un sinus, ben, ils vont avoir plus de problèmes. Est-ce que leur chaîne de stérilisation, sans arrêt, je reçois des appels en me disant, j'ai beaucoup de problèmes, eh ben, on va revoir ta chaîne de stérilisation et on va arrêter ce genre d'échec. Et puis je vais finir par quel fil de suture tu utilises. S'il vous plaît, virez-moi de tous vos tiroirs la soie. Foutez cette soie, je dirais cette merde à la poubelle, parce que vous commencez la contamination de votre greffe le jour où vous avez mis ce fil. Il est totalement poreux, il est totalement contaminable, et donc mettre un fil comme ça, c'est prendre immédiatement un risque sur le devenir de la greffe. Alors passez tous à des fils, des monofilaments. Aujourd'hui, c'est le consensus. Il faut des monofilaments du nylon. Et plus il sera fin, et plus vous aurez de belles cicatrisations. Minimum 5-0. 6-0 s'il le faut. Mais attention, si vous me utilisez du 6-0, vous n'avez pas intérêt à avoir la moindre traction, parce que c'est le fil qui casse. Mais j'adore cette conception, c'est-à-dire, et Antoine, tu es d'accord, parce que ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus, c'est que pour être sûr de ne pas avoir de tension, ben, j'utilise un fil qui casse à la moindre tension. Ben, si vous utilisez du 6-0, je vous rassure, vous n'aurez plus jamais de tension sur vos lambeaux. Ou alors, c'est le fil qui casse. Vous mettrez un petit peu de temps, hein, plus de temps. Et d'ailleurs, je vous renvoie à l'émission qu'on a tournée il y a un mois sur les voies d'abord en implantologie. J'avais montré pas mal d'études sur les cassures de fil en fonction des épaisseurs de fil, la traction des lambeaux, comment arriver, quel est l'intérêt de l'incision de décharge et périostée, tout ça vous le retrouvez sur l'émission, donc sur les voies d'abord qu'on a tournées il y a un mois. Alors il y a pas mal de questions forcément sur les biomatériaux, j'ai pas voulu te couper, j'ai voulu te laisser terminer, je vais devoir en sélectionner que certaines et pas d'autres. Alors
plusieurs me posent la question du PepGen et du, je l'ai plus en tête là, le matériau de chez Straumann. Le bone céramique. Non, mais dont on sert plutôt en paro. Comment le PepGen déjà, et puis je vais retrouver le matériau. Bah, le PepGen, c'est un minéral. C'est un minéral, je crois, avec une modification d'un acide aminé Voilà, ou quelque chose comme ça. Il n'amène pas de collagène. Donc je le classe parmi les minéraux. D'accord. Autre question. Il est trop cher. Autre question, que penses-tu du laser en ROG dans l'utilisation avec les biomatériaux et si ça a un effet, quel effet ça a selon toi? Je vais en parler tout à l'heure, mais tout simplement pour savoir, je suis très proche de Gérard Rey, que vous connaissez sûrement et qui fait des formations absolument magnifiques sur l'utilisation de laser. L'intérêt du laser, c'est uniquement de promouvoir la vascularisation. Et donc, oui, je suis à 100%. Moi, tout ce qui amène des vaisseaux, j'achète. Il n'y a aucun problème. Tout ce qui m'amène plus de vaisseaux, je suis preneur. À partir du moment où on a compris que tout tourne autour, et je vous ferai tout à l'heure un schéma et vous allez comprendre, ben moi je prends le laser à bras ouverts. Il n'y a aucun problème. Autre question, quel est pour toi le moyen d'apporter, quel matériau utiliser comme matériau collagéné? Ben, c'est l'halogène. Donc de l'os d'origine humaine. Alors, soyons quand même sérieux. Il y a d'autres substituts collagénés qui sont d'origine animale, de l'équin, du porcin. Ils sont pas mauvais. Il faut avouer qu'ils sont pas mauvais. Mais aujourd'hui, les articles que j'ai en ma possession disent bien que la qualité du collagène humain reste la meilleure pour obtenir cette vascularisation. Le mot que je cherchais tout à l'heure, c'est Lambdogain. Oui, Lambdogain. Mais je ne savais pas qu'on l'utilisait dans des ROG. C'est peut-être des nouvelles publications qu'il y a. Je l'ai plutôt vu en RTG sur des petites poches paro, sur des récessions gingivales, mais pas sur des gros volumes de recours. Aujourd'hui, moi, je connais beaucoup de gens qui ont utilisé le Lambdogain pour faire c'est de la protéine amélaire, hein, ouais. Je crois, pour faire des reconstructions gencives. Tous ceux qui ont utilisé le PRF ont définitivement abandonné Lambdogain. Alors, c'est gratuit, hein, je fais la promotion d'un produit gratuit. Alors, on vient de parler des greffes osseuses, des biomatériaux. La question qui va de pair, c'est et quid de la membrane? Ah, j'adore. Alors, je vais te dire, même type de réflexion pour les membranes. Qu'est-ce que tu veux protéger? Est-ce que l'été tu mets un impair ou est-ce que l'hiver tu mets un t-shirt? C'est la même chose. Tu te protèges en fonction de la situation. Combien de temps tu veux la protection? Est-ce que tu veux une protection courte ou est-ce que tu veux une protection longue? Quel est le biotype au départ? Je vais introduire une notion qui est jusqu'à présent très peu développée par des orateurs. C'est que, en fait, il y a des membranes et elles sont à résorption et à vitesse variable. On a le péricarde. Le péricarde, c'est un tissu collagéné extrêmement efficace et qui donne des protections qui sont très longues. Mais le péricarde est celui qui se vascularise le plus rapidement. C'est-à-dire c'est celui qui laisse passer les vaisseaux tout de suite, instantanément, ce que ne font pas d'autres membranes de collagène, puisqu'elles sont théoriquement des barrières. Or, le péricarde est une membrane de protection, mais ce n'est pas une barrière au sens vrai du terme. Et pour moi, aujourd'hui, c'est la meilleure membrane de ROG, sans conteste. J'ai même des praticiens qui sont des opposants forcenés au PRF et qui m'ont appelé la semaine dernière, qui sont d'ailleurs des grands leaders de la SFPO, et on sait que la SFPO n'est pas quelqu'un qui m'apprécie, mais pour me dire qu'ils n'avaient jamais vu dans des réouvertures de ROG au bout de 4 mois voir la membrane encore présente. C'est possible avec cette membrane de péricarde. On a des membranes de derme. Alors pourquoi le derme? Mais le derme tout simplement parce que on va l'utiliser quand on a un biotype fin. Des fois on fait des ROG avec des membranes très fines et on se disait tiens, mais est-ce qu'on ne pourrait pas augmenter l'épaisseur de la gencive? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas augmenter cette kératinisation? Et bien dans ces cas-là, moi je choisirais le derme parce que c'est celui qui va vous donner un épaississement de la gencive. Vous connaissez pas encore, mais c'est le mucoderme. C'est une membrane que
que je viens de sortir il y a quelques mois et qui fait vraiment un tabac parce qu'elle remplace le conjonctif, mais c'est le même principe que la Colprotect, c'est le même produit, mais à part que l'épaisseur n'est pas du tout la même, et donc avec le mucoderme, on arrive à fabriquer de la gencive kératinisée sans avoir à prélever de conjonctif. Il y a du collagène qui dure pas longtemps, c'est le Fleece de chez Jason, qui dure 2-4 semaines, mais souvent quand on m'appelle en me disant qu'est-ce que je mets comme membrane? Ben, sur de l'halogène, je mettrai une Fleece, ça suffit amplement. Parce que avec l'halogène, au bout de 2 à 4 semaines, je n'ai plus besoin d'avoir une membrane pour protéger. Donc j'utilise, elle est pas chère du tout et ça suffit, mais je la mettrai pas sur du synthétique ou sur du bovin. Et là actuellement, je suis en test dans cet esprit-là. On est en train de tester la face Xenoderm, c'est celle qui va aller justement avec le système de la face GBR, c'est-à-dire une membrane qui va me permettre de réduire la pression de la gencive, une membrane qui va jouer son rôle au niveau de la pression. Et on a commencé également à tester une membrane de collagène qui est, elle, extrêmement lentement résorbable, c'est-à-dire que celle-là, on peut la laisser exposer. On peut fermer en laissant cette membrane, mais il faut mettre du PRF dessus quand même pour pouvoir obtenir un recouvrement épithélial rapide, et cette membrane nous donne des résultats très très surprenants, c'est-à-dire on laisse ouvert et le site se ferme tout seul. Donc vous voyez que choisir une membrane, c'est la choisir le jour où on fait le plan de traitement, pas le jour où on opère et on dit ah mais tiens, qu'est-ce qui me reste dans le tiroir? Qu'est-ce qui reste dans le tiroir? Non, on va utiliser la membrane le jour où on décide je vais faire tel biomate, je vais utiliser telle membrane, parce que si je fais du fast par exemple, ben, je vais peut-être mettre plutôt de la Colprotect parce qu'elle est dermique et que c'est une membrane qui réduit la pression plutôt que de mettre de la péricarde. Alors au maxillaire, on met plutôt de la péricarde parce qu'il n'y a pas beaucoup de pression, alors qu'à la mandibule, on met plutôt de la Colprotect parce qu'on a besoin de réduire la pression. Alors cette image, c'est le résumé de ce que je viens de vous montrer. Alors Joseph, Oui. une question avant de montrer, parce que Oui. c'est très important là, ce dont tu vas parler. Je voudrais qu'on fasse un petit arrêt sur les membranes. Il y a une question ou deux, notamment mucoderme vs alloderme. Ah ben l'alloderme c'est le même concept, mais l'alloderme c'est interdit en France. Pour quelle raison? Ben, parce que c'est un tissu allogénique qui n'est pas, dont la commercialisation est interdite en Europe. C'est tout, hein. C'est une allogreffe. C'est humain, mais tous les produits américains sont interdits en Europe parce qu'ils ne sont pas d'accord sur la notion mais l'alloderme c'est la même chose. Mais on ne peut pas faire certaines choses avec on peut pas faire. L'alloderme marche très bien dans la restriction de gencive, mais ce que vous pouvez faire avec la mucoderme, vous ne le faites pas obligatoirement avec l'alloderme. Mais c'est le même concept. C'est le même concept. Alors bon, il y a JC qui nous parle là, depuis 10 minutes de l'interleukine 1. Alors je vais lui répondre rapidement pour les problèmes de périimplantite. On sort du domaine de la régénération osseuse et on est sur de la perte osseuse. Alors pourquoi les patients qui ont des problèmes et des tests PST positifs à l'interleukine 1 perdent de l'os sur les implants et ont des périimplantites? Pour la même raison qu'ils ont des parodontites quand ils ont ce test positif, c'est qu'ils ont une exacerbation des réponses inflammatoires par rapport à une quantité donnée de bactéries, c'est-à-dire qu'ils ne supportent pas la moindre quantité de plaques dentaires, et du coup ça flambe, et on a tout de suite, dès qu'on a la moindre poche qui se ferme, une périimplantite qui flambe, une perte osseuse qui flambe, parce qu'on a une réaction inflammatoire qui explose. Il ne faut pas oublier que avec l'interleukine, on a un déficit de vascularisation, et donc l'os se résorbe parce qu'il est de moins en moins vascularisé. Donc on revient toujours au même concept, à la même idée, à savoir que c'est la vascularisation qui va décider si de l'os reste ou il reste pas. Et la question de JC est de dire que faire? Alors le cholestérol, vous m'avez dit de le traiter, là on est sur de la génétique, qu'est-ce qu'on fait? On verra. J'ai pas de réponse. Pas les réponses. J'ai pas de réponse. Moi, je ne suis pas chercheur. Je suis clinicien, curieux, mais je suis pas chercheur. J'ai pas de réponse. Il y aura sûrement des réponses par le génie génétique, mais aujourd'hui, moi, c'est pas moi qui ai la réponse. Question de Nizar, pourquoi 4 mois de protection pour une membrane ou par une membrane? Le premier mois paraît la période la plus critique et la plus intéressante. Est-ce qu'on a besoin d'avoir une protection pendant 4 mois?
je dirais aujourd'hui que il y a aujourd'hui en fonction du biomatériau, si vous mettez un biomatériau qui est peu collagéné, ben, il faut une protection plus longue. Mais pourquoi il faut la protection plus longue? Parce qu'il n'y a pas de collagène dedans, donc la vascularisation est lente, et tant que la vascularisation n'a pas envahi tout le greffon, ben, il faut protéger. C'est tout, hein, donc c'est logique. C'est logique. Tout est logique. Alors on retourne à ce schéma sur Alors, la régénération osseuse. Ce schéma, donc voilà, on veut de l'os, on a compris qu'il y a une seule condition, c'est les vaisseaux, c'est la vascularisation. Donc tout va, ce sont les vaisseaux qui vont être les intermédiaires de tout ça. Alors pour avoir des vaisseaux, effectivement, on va mettre du collagène. On va mettre des facteurs de croissance, de la fibrine, des protéines plasmatiques. L'ensemble des deux va permettre aux cellules mésenchymateuses d'avoir une activité et de produire de la matrice. Il faut réduire la contamination pour avoir plus de vaisseaux. Il faut réduire la pression pour avoir plus de vaisseaux. Mais vous avez compris que vous pouvez remplir ces 4 conditions. Et si vous avez de la pression, vous perdez. Donc ça veut dire que vous pouvez faire tout ça. Si vous avez de la pression, vous n'allez rien retrouver quand vous allez réouvrir votre lambeau. Donc voilà pourquoi je me dis qu'il y a des facteurs, mais celui-là reste, à mon avis, un des plus majeurs. Mais le laser, vous l'avez dit tout à l'heure, oui, le laser, pour obtenir des vaisseaux, oui, l'ostéotension de Gérard Scortesi, pourquoi pas, oui, les ondes de choc, ceux qui étaient au CIFAC ont pu apprécier ce que pouvaient faire les ondes de choc sur la vascularisation. Et aujourd'hui, je peux vous dire que la recherche, elle est ici. Elle n'est pas ailleurs, c'est-à-dire que tout ça, maintenant, on sait, mais là, on a un facteur intéressant, c'est-à-dire que quand on fait une greffe, on va pouvoir envoyer des ondes à travers la gencive, puis c'est le principe des ondes de choc, puisque c'est externe, comme je dirais une sonde d'échographie, on va envoyer des ondes de choc pour stimuler cette vascularisation pendant tout le temps de la prise de greffe. Et juste pour parler d'ondes de choc, pour ceux qui ne connaissent pas, cet appareil, quand on a commencé à comprendre que la vascularisation était la clé de tout ce qu'on faisait, donc avec mon ami Itzhak Binderman, on a développé un appareil qui s'appelle le Cellsonic, et il y a actuellement encore 2 appareils dans le monde. Il y en a un à Nice et il y en a un à l'université de Tel Aviv. On teste pour l'instant, et Antoine, tu le sais puisque c'est toi qui as présenté les cas cliniques des ondes de choc. Aujourd'hui, ces ondes de choc sont les éléments les plus puissants pour stimuler une néoangiogénèse. Il y a des articles qui commencent à sortir, mais ça c'est un cas d'Antoine que nous avons traité. Quoi de mieux que de trouver une nécrose osseuse? Est-ce qu'on peut reconstruire de l'os uniquement en envoyant une armée de vaisseaux? Ça c'est intéressant. On ne met pas de biomatte, on a une nécrose, on a une situation médicale difficile, ostéonécrose, on va traiter avec des ondes de choc. Combien de séances tu as fait? Je sais plus, c'était 4 séances ou 3 voilà. séances sur 3 mois, un patient sous biphosphonate. Sous biphosphonate, et qu'est-ce qu'on va retrouver? Sans aucun traitement, on va fermer la plaie et on va reconstruire l'os. Donc ça veut dire que vous avez compris que sur un trou comme ça, vous n'avez pas besoin de mettre des biomates, vous avez besoin d'une seule chose. Envoyer une armée de vaisseaux, l'armée la plus nombreuse possible, et si vous envoyez des vaisseaux, vous allez guérir et vous allez reconstruire de l'os. Et voilà ce qu'on traite actuellement avec Antoine, des ostéoradionécroses, regardez, fracture de la mandibule, et je peux vous dire que on est très, très optimiste, non pas sur le fait qu'on va guérir, mais sur le fait que le seul moyen d'aider un patient comme ça, c'est de lui permettre de gagner de la vascularisation. Et s'il gagne de la vascularisation, ben, je pense qu'on va améliorer son niveau de vie. Vous voyez, ça c'est l'intérieur, c'est un carnage, quoi. Mais bon, on les traite avec Antoine puisque c'est surtout toi qui le traites. Oui, non, mais je veux dire, on en parle, on réfléchit au protocole puisque l'équipe est à Nice et que on travaille souvent ensemble. Mais en tous les cas, vous avez compris que. Mais on n'a pas encore eu, on n'a pas encore les résultats de ce cas-là, et parce que sinon on va avoir toutes les ostéoradionécroses de France, ils vont nous les envoyer. Mais avec plaisir, hein. Si non, mais là où j'insiste, c'est tout simplement pour vous dire que on part d'un concept biologique simple et que à partir du moment où, depuis maintenant 2009, depuis ce fameux article de Mamoto, où on a compris que tout tournait autour de ça, maintenant ça devient pour nous un raisonnement extrêmement simple.
ok, si tu me donnes des vaisseaux, je prends. Si tu me donnes pas des vaisseaux, je prends pas. Bien sûr. On Alors, a dépassé l'heure. ouais, on a dépassé, mais c'est pas grave, un peu de rap, c'est gratuit de toute façon. Bon, il y a une question, écoute, qui traîne depuis tout à l'heure avec Mora qui me fatigue, pour être honnête, sur le prix du matériel et sur notamment la comparaison avec la centrifugeuse. Je ne la connais pas, l'EBA20, parce que tout à l'heure tu as dit qu'une centrifugeuse chauffait. Est-ce que tu as entendu parler de cette centrifugeuse et quelle est la différence par rapport à celle que tu proposes? Le BA20, c'est celle que c'est l'ancêtre de la PC02. D'accord. C'est-à-dire que l'objectif était d'obtenir des conditions optimales pour obtenir du PRF. Et donc les gens pensaient que c'est la même, etc. Non, c'est pas la même du tout. Elle a la même tête parce que pour fabriquer une machine, il faut être très riche. Et bon, je le suis pas. Et donc on a pris une machine qu'on a désossée et qu'on a retravaillée à l'intérieur pour obtenir une température constante pendant toute la durée de la centrifugation. Et bien voilà, donc voilà la différence, elle est là. Mais je donnerai pas le secret. Voilà, donc répondu. Réponse claire à Mora. Ensuite, l'appareil de Cellsonic est-il déjà à la vente, Non, Joseph? pas du tout. On est en expérimentation, ça va durer un moment. Mais on va gagner. Non, alors le Cellsonic, je peux vous dire que ça coûte 100 000 euros. Aujourd'hui, moi, mes sociétés me permettent de me faire plaisir pour faire de la recherche clinique. Un appareil comme ça coûte très cher, mais c'est très lourd. C'est très lourd, ça pèse 50 kilos. Et je peux vous dire qu'avec mon ami Itzhak Binderman, on est en train de, justement partant de cette expérience, on est en train de mettre au point un appareil qui lui sera beaucoup moins cher, beaucoup plus léger, mais qui sera sûrement aussi efficace. Mais il nous faut du temps. Il faut pas. Mais par contre, si vous avez un patient comme ça, moi le patient, le deuxième là, il vient de Lausanne. Hein, je veux dire, on récupère des patients de partout maintenant parce que ils sont dans un état lamentable, mais on peut les aider à progresser et surtout à cicatriser. Allez, je voudrais qu'on termine, Joseph, avec la notion toujours d'erreur, hein, parce qu'on est beaucoup, on veut régénérer un peu tout et n'importe comment. Et comment est-ce qu'on peut éventuellement éviter certaines erreurs? Et qu'est-ce que tu as pu voir, toi, comme type d'erreur? 2 minutes, parce que ceux qui me connaissent savent très bien que je suis souvent au téléphone avec eux, sur Skype avec eux, parce qu'ils me proposent des cas. Et je voudrais insister sur la notion de préparation clinique. Nous sommes tous des cliniciens et il ne faut pas oublier que la clinique reste l'élément essentiel du choix thérapeutique. Alors regardez, un maxillaire résorbé, on va me dire oui, on va faire une greffe d'apposition, on va mettre un bloc. Et moi je dis mais où est la résorption? La résorption, elle n'est pas vestibulaire, elle est d'abord palatine. Et vous remarquez que si vous regardez comme ça, l'implant, vous le posez peut-être dès le premier jour. Et effectivement, rajouter en vestibulaire, mais le positionnement implantaire, il est là, il n'est pas ailleurs. Pareil, un sinus, on va avoir tendance à dire oui, on va rajouter. Non, pas du tout. La résorption, elle est palatine et le positionnement implantaire n'est plus du tout le même. Regardez un cas clinique intéressant, un comblement d'apposition, et regardez bien l'image, la greffe, mais la résorption, elle est là d'abord. Et si on considère que la résorption est là, ok pour la greffe. Mais si on pose l'implant dans la greffe, on est sorti. Vous voyez, l'implant était posé comme ça dans la greffe, très bien. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas dans le couloir. Alors que si on greffe d'abord en vestibulaire, l'implant, il n'est plus du tout positionné de la même manière. Et deuxièmement, c'est que sur un cas pareil, je vais vous en montrer un peu tout à l'heure, peut-être que je pose d'abord l'implant. Et ensuite, je fais la greffe en même temps. Et donc, je n'ai pas besoin d'attendre 4 mois. Donc, l'analyse, vous avez aujourd'hui... Regardez, ça c'est un cas, j'en connais un qui va sûrement se reconnaître. C'est un copain, mais bon, une résorption sinus, et pour moi la résorption, elle est palatine, elle n'est pas vestibulaire. Je le sais parce que, Antoine, tu te rappelles, on était au CIFAC 2005 et on avait présenté justement les implants qui étaient posés dans cette paroi et qui tous systématiquement disparaissent. La greffe est magnifique, elle est magnifique. Mais quand on regarde le résultat, vous avez compris qu'un implant posé là, il n'est pas du tout dans le couloir prothétique. Et si on regarde l'image, on voit bien que les implants sont en dehors du couloir prothétique. Et donc, je suis très inquiet pour l'avenir de ces implants. Regardez, un cas comme ça, on va dire, alors on m'a dit, est-ce que je fais un split? Mais où est la résorption?
la résorption, elle est là derrière. Et regardez bien, quand on regarde en occlusion, la résorption, elle est palatine. Et d'ailleurs, quand on va ouvrir le site, regardez où est la résorption, elle est palatine. Et les implants vont être posés en palatin, en même temps que la greffe. Et donc, je vous dis, attention, analysez bien le scanner, regardez bien où est passé, et ne foncez pas sur la greffe d'imposition vestibulaire. Des fois, il faut les deux, des fois, il faut surtout du palatin. Alors, le palatin, on sait que c'est difficile, parce que ça se résorbe. Et pourquoi ça se résorbe? Parce qu'il y a de la pression. Et voilà. Et donc, pourquoi ne pas mettre une ou deux ou trois petites vis en palatin pour tenir à l'écart la gencive et réduire la pression sur cette greffe? Et donc, en conclusion, tout pour les vaisseaux. Choisir le biomatériau en fonction de la situation. Choisir la membrane en fonction du biomatériau et du biotype. Choisir un biomatériau qui contient du collagène me permettra d'avoir de la vascularisation plus rapidement si j'en ai besoin. Attention au lambeau, attention à la pression, attention au mouvement. Si vous avez un frein, coupez-le. Ne laissez pas le frein tuer votre greffe. Attention à la contamination. Attention à la santé du patient aussi, parce qu'il a son mot à dire. Et je dirais comme conclusion pour le PRF, je ne sais pas si vous êtes féru d'histoire, moi je le suis beaucoup, et vous avez connu la controverse de Valladolid au XVe siècle. C'était quoi? C'était qu'à l'époque, l'Église, pour l'Église et pour l'Inquisition, tout ce qui était étranger était obligatoirement païen. Il y a quelques années, il y a 30 ans, en 81, pour ceux qui sont pas trop jeunes comme moi, vous vous rappelez la fameuse phrase de Paul Quilès, le député socialiste, qui disait à l'opposition: vous avez politiquement tort, non, vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire. Moi, il y a 10 ans, nous étions minoritaires, Antoine. Très minoritaires. Et donc, on a eu toute la communauté contre nous en disant, vous n'êtes pas, vous êtes minoritaire, donc vous avez tort. Moi, je dirais à tous ces gens-là, aujourd'hui, qui sont devenus minoritaires, ils ont doublement tort, cliniquement et scientifiquement. Et donc, si aujourd'hui le PRF s'est imposé dans le monde entier, c'est parce que nous avons bataillé pendant des années pour montrer que scientifiquement et cliniquement, nous avions raison. Voilà, je vous remercie de votre attention. Joseph, merci beaucoup. Écoute, franchement, on s'est régalé, moi le premier. Ça faisait quelques mois que je t'avais pas entendu parler, que j'ai toujours grand plaisir à te revoir, et on le sait tous ici, parce qu'il y a quand même beaucoup de fans qui te regardent ce soir. On sait que c'est toujours intéressant de te revoir, et on t'appelle régulièrement pour dire, alors Joseph, quoi de neuf, où t'en es, parce que son cerveau tourne à peu près aussi vite que sa centrifugeuse, hein, et véritablement ça fuse, et c'est ça qui est passionnant. D'ailleurs, on s'est commandé 2 casse-croûtes après l'émission et on a une petite session de travail et ça va être bien agréable. Il y a plein de superlatifs, hein, super, vraiment extra, merci. Je pense que t'as aidé à comprendre à beaucoup de gens pourquoi est-ce qu'il y avait, si on résume un peu, il n'y a pas qu'un seul biomatériau et il n'y a pas qu'une seule indication, il n'y a pas qu'une seule membrane, et le tout c'est d'utiliser le bon mélange, le bon biomatériau, les bonnes membranes en fonction des indications. J'ai pas osé, comme Nike, mettre un petit superlatif devant TLB et mettre Be Smart, soyez intelligent. Exactement. Voilà, c'est-à-dire que mettons au service de nos patients notre intelligence. On a une culture, on a des connaissances. Ben, il suffit juste de réfléchir et de pas dire ah mais un tel a dit que ça marche dans tous les cas. Non, mon patient est unique, mon cas est unique. Et donc, il faut s'adapter et choisir à ce moment-là. Sachez en tous les cas que je réponds à tous les appels de tous ceux qui m'appellent. Je suis constamment sur Skype, pas seulement avec des Français, mais avec beaucoup d'étrangers. Hier, j'étais avec un Néo-Zélandais. Donc, quand vous avez un problème, vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'envoyer un mail. Je vous aiderai au mieux que je peux. Voilà. Merci encore, Joseph. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, donc touslesbiomatériaux.com. Il y a quelqu'un qui est un fidèle téléspectateur du Canada, AG, et il nous suit et il te remercie aussi. Et je sais que tu vas souvent au Canada, donc tu auras peut-être l'occasion de le croiser. Bravo encore. Et nous, on termine juste cette émission. On a déjà largement dépassé l'heure, mais je pense que ça valait la peine. Pour vous donner tout simplement le programme de la future émission dans 15 jours.
On va parler des récessions gingivales mandibulaires et comment les traiter, quelles techniques. Est-ce qu'on va faire des greffes gingivales libres, du conjonctif enfui, des doubles papilles? Voilà, je pense que c'est un thème qui va vous intéresser, du PRF. Je vais en parler, j'ai une semaine pour monter quelques cas avec du PRF. Et voilà, donc n'hésitez pas toujours sur le forum de Génération Implant à nous poser des questions. On y répondra avec plaisir. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous saluer tous et toutes, à vous donner rendez-vous dans 15 jours, même heure, 20h30, en direct sur GITV. Allez, à dans 15 jours. Salut les petits clous, bye bye. Au revoir.